L'actualité à la une ce soir, Jérôme Bougouma et Jean-Bertin Ouedraogo sont toujours à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou. Le procureur général, après la haute cour de justice, est catégorique dans une interview qu'il a accordée à une de nos équipes. Vous l'entendrez dans ce journal expliquer dans quelles conditions une liberté peut être accordée à un détenu. Des centaines d'arbres abattus dans les environs des Actouli. L'histoire est racontée par les villageois inquiets de perdre leur végétation. La scène se passe depuis mi-2015 après une acquisition de centaines d'hectares par un privé. Les témoignages dans cette édition. L'ONU brandit le rouge à Téhéran après le saccage des représentations diplomatiques de l'Arabie Saoudite. Dans un communiqué, l'organisation invoque l'inviolabilité des enceintes diplomatiques et consulaires. Le secrétaire général serait préoccupé par la situation. Bonsoir à tous et merci de suivre les 20h de la télévision de Burkina. La rumeur est fausse. Jérôme Bougouma et Jean-Bertin Ouedraogo ne bénéficient d'aucune liberté provisoire. Les deux anciens ministres mis sous mandat de dépôt par la Haute Cour de justice sont toujours en détention préventive à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou. Moussa Ouedraogo, Wendata Nathalie Kaoré. La Haute Cour de justice a bien reçu les demandes de mise en liberté provisoire concernant Jean-Bertin Ouedraogo et Jérôme Bougouma. La commission de l'instruction chargée de statuer sur ces demandes est au stade de l'étude des dites demandes. Ils ne sont pas encore en liberté provisoire. La commission est en train de statuer. Les résultats, ils le seront bientôt. La commission n'a pas d'abord demandé au régisseur de les mettre en liberté provisoire. Peut-être demain, après-demain, je n'en sais pas. Mais jusqu'à présent, ils ne bénéficient pas encore de la liberté provisoire. C'est donc une fausse information qui a circulé dans certains médias et sur les réseaux sociaux, faisant cas de la libération provisoire de ces deux anciens ministres de Blaise Compaoré. Une rumeur qui s'explique par le non-respect des règles de fonctionnement de la justice. La Haute Cour de justice, uniquement pour les ministres, le chef de l'État, les premiers ministres. Donc, ils ne font pas une bagarre pour trouver un avocat. Ils en ont fait 5 ou 6. Alors, donc, le secret des informations, ça dit, pour garantir dans ce contexte-là, ça devient compliqué. Les gens ont interprété à leur façon. Même j'ai entendu certains dire qu'en fait, comme la transition est finie, alors que ça n'a aucun rapport, on n'est pas lié par la transition. Et selon le procureur général près la Haute Cour de justice, c'est de façon libre et indépendante que la justice va statuer sur les demandes de liberté provisoire formulées par les deux ex-ministres. Et la décision de la justice sera connue dans les meilleurs délais. Mais c'est quoi au juste la liberté provisoire? Selon le code pénal, c'est un droit pour tout citoyen en détention préventive. Cependant, il y a des conditions pour l'obtenir. Explication, Moussa Ouedraogo, Wendata Nathalie Kaoré. Toute personne en détention préventive peut formuler une demande de liberté provisoire, mais cette demande doit contenir des arguments pertinents. Si vous demandez une liberté provisoire parce que la prison présente des conditions de vie difficiles, vous comprenez bien que ce genre de motifs-là risquent de ne pas vous faire bénéficier de ce que vous demandez. Deuxième hypothèse, c'est le juge qui d'office estime que votre liberté peut être accordée parce que ça n'entrave pas du tout le restant de la procédure. Mais dans certaines situations dites graves, le juge peut refuser de l'accorder. Quand vous avez commis un assassinat, et que vous demandez une liberté provisoire, c'est-à-dire le juge, il a dit 90% de chances qu'il ne vous accorde pas. Parce que le juge se dit que vous pouvez récidiver. Si vous ne récidivez pas, la famille de la victime peut se venger. Loin d'être un privilège, la liberté provisoire est un droit, mais pas un droit absolu. Vous pouvez mettre quelqu'un en liberté provisoire et puis la personne peut prendre la tangente. Lorsque le juge estime que votre représentation en justice, puisque vous n'êtes pas encore jugé, n'est pas garantie, le juge peut vous demander de déposer une caution. Une caution pour être sûr que quand le procès va avoir lieu, vous viendrez répondre. Et au cas où un individu en liberté provisoire profite pour disparaître, un nouveau mandat d'arrêt sera lancé à son encontre. À noter aussi que le jugement peut intervenir pendant la période de liberté provisoire et se solder par un non-lieu ou une condamnation. Lui n'est pas détenu, mais un mandat d'arrêt pèse sur lui. Depuis le 4 décembre, la justice militaire a émis un mandat d'arrêt contre Blaise Compaoré. Le mandat a été transmis à la Côte d'Ivoire, mais quelles sont les chances de voir aboutir l'extradition de l'ancien président? Explication avec Kounsoun Koulibaly et Draman Guéné.
Pas toujours de réaction côté ivoirien face au mandat d'arrêt international émis contre Blaise Compaoré. Le président déchu en exil en Côte d'Ivoire est inculpé dans l'affaire Thomas Sankara d'attentat à la sûreté de l'État, de complicité d'assassinat et de recel de cadavres. Ce mandat d'arrêt est sous-tendu par l'accord d'entraide judiciaire de 2014 conclu entre le Burkina et la Côte d'Ivoire et la convention d'extradition de la CEDEAO. Selon ces traités visés, le silence ivoirien ne vaut pas refus, même s'il est possible que l'extradition soit refusée. L'État du Côte d'Ivoire peut invoquer des critères humanitaires liés par exemple à l'âge ou à la santé de l'intéressé pour en fait refuser d'exécuter donc le mandat d'extradition. La dernière raison qui reste à la Côte d'Ivoire, c'est d'évoquer le fait que Blaise Compaoré aurait la nationalité ivoirienne. Ça veut dire que le fait qu'il ait la nationalité ivoirienne donne un pouvoir discrétionnaire à l'État ivoirien de l'extrader s'il le souhaite ou non. La loi d'amnistie des chefs d'État burkinabés du 11 juin 2012 pouvait être une raison de refus de l'extradition. Mais selon les techniciens, cette loi ne s'applique pas à Blaise Compaoré, surtout dans l'affaire Thomas Sankara. Le jour de l'assassinat de Thomas Sankara, Blaise Compaoré n'était pas chef d'État. Alors que la loi d'amnistie a voulu amnistier les chefs d'État qui ont posé donc des crimes. Ce qui est sûr, on n'est pas encore au refus car la réponse ivoirienne n'est pas assortie de délai. Mais si la Côte d'Ivoire fait l'option de refuser, elle engage sa responsabilité internationale vis-à-vis du Burkina. Le Burkina peut suspendre l'application de cette convention avec la Côte d'Ivoire, mais ça peut aussi créer, ça c'est la deuxième forme d'action qu'on appelle l'action collective, ça peut aussi créer une forme de dynamique de solidarité parmi les États de la CEDEAO qui peuvent opter de se ranger du côté du Burkina pour, n'est-ce pas, suspendre les dispositions de la Convention ou carrément même y mettre fin. En cas de refus, comme je l'ai dit, le Burkina Faso a la possibilité de demander donc à la Côte d'Ivoire d'organiser un procès donc de Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire. L'émission de ce mandat d'arrêt international risque donc de compliquer les relations internationales entre Ouagadougou et Abidjan. Toutes ces lois expliquées ici sont naturellement votées à l'Assemblée nationale. Arrêtons-nous un instant ce soir sur un des visages de la nouvelle Assemblée, Bachir Ismaël Ouedraogo. Il n'est pas forcément le Benjamin de l'Assemblée, mais il est un technicien rompu aux questions de développement. À 36 ans, il arrive à l'hémicycle avec un objectif, changer la conception du rôle du député. Amadou Ilboudo, Jean-Emmanuel Ouedraogo. C'est l'un des plus jeunes visages de la nouvelle Assemblée nationale. À 36 ans, Bachir Ismaël Ouedraogo fait son entrée à l'hémicycle en tant qu'élu du San Matenga. Une maîtrise en économie obtenue à l'université de Ouagadougou, un PhD à l'université de Manchester dans le domaine des énergies renouvelables et parallèlement un engagement politique précoce. On s'est rendu à un moment compte qu'une association peut faire un impact dans une localité, mais si on veut aller sur le macro, il faut quand même un pas politique, il faut s'engager sur le plan politique. Et c'est à cela donc que je me suis engagé avec les élèves et étudiants à l'époque du CDP sur le campus, et j'ai commencé comme ça. Coordonnateur du projet d'appui à l'entrepreneuriat dans les énergies renouvelables de la CEDEAO, coordonnateur du projet Open Éducation, enseignant, plusieurs casquettes déjà et une de plus désormais, Bachir Ismaël Ouedraogo se sent aujourd'hui investi d'une autre mission. Nous voulons demander très sincèrement à ce qu'on mette les jeunes au devant des choses, qu'on les responsabilise et qu'on les juge aux résultats. Donc aujourd'hui, nous pensons que notre jeunesse-là doit nous permettre donc d'oser et d'innover et de quitter les chantiers battus et d'essayer de nouvelles choses pour permettre à ce que le Burkina Faso puisse sortir de cette léthargie-là. Innover et quitter les sentiers battus, tout un programme. Le jeune député a déjà balisé son champ de combat. Et aujourd'hui, notre premier cheval, notre premier combat va être donc de faire de telle sorte qu'il n'y ait plus d'école sous paillotte au Burkina Faso. Ça, c'est un. Il faut aussi faire de telle sorte que l'éducation puisse être accessible à tous. Aujourd'hui, le Burkina Faso a un potentiel énorme en matière d'énergie solaire. Et nous allons nous battre à l'Assemblée pour faire de telle sorte que tous les petits hameaux là
nous puissions décentraliser de telle sorte que l'énergie solaire puisse être accessible à tous. Beaucoup d'idées et beaucoup d'énergie. Bachir Ismaël Ouedraogo, tout comme les autres jeunes élus de la nouvelle Assemblée nationale, sont désormais au pied du mur. Et espérons tout simplement que leur engagement permettra de trouver des textes pour réguler la montée de l'incivisme au Burkina. Le plus frappant reste la circulation. Une équipe s'est arrêtée aujourd'hui dans différents carrefours de la capitale pour capter pour nous quelques images. Mokhtar Ouedraogo, Moukunda Biri, reportage. Des usagers interpellés en pleine circulation par les forces de l'ordre. C'est fait, les Ouagalais en sont coutumiers. Le non-respect du code de la route est légion. Il faut parfois employer des méthodes fortes pour appeler certains à l'ordre. Lorsqu'on est arrivé au niveau du rond-point, juste à côté là, il y avait un embouteillage, ce qui nous empêchait de contourner correctement. Donc pour éviter aussi qu'un accident puisse se produire, on a oublié de prendre le sens inverse. Et le policier nous a interpellés, que nous sommes en infraction. À l'absence des policiers, l'on constate un mépris royal de la signalisation. Rouge ou vert, les usagers poursuivent tranquillement leur chemin. Nombreux sont les Ouagalais qui reconnaissent avoir une fois au moins commis l'infraction. Et les raisons ne manquent pas pour se justifier. Et souvent, lorsque je veux m'arrêter comme ça, je sens que la pression qui est derrière moi, si je m'arrête, peut-être on va me cogner. Donc souvent, je brûle, pas consciemment fait. Bon, je ne justifie pas mon acte au fait. Dans la mesure où c'est une infraction, il n'y a pas de justification possible. À côté de ces derniers se trouve une catégorie d'usagers qui, la main sur le cœur, disent n'avoir jamais brûlé le feu. Vrai ou faux, chacun y va de ses convictions. C'est prudent de brûler le feu, donc je n'essaie même pas de brûler le feu. Jamais. Et pourquoi vous ne l'avez jamais fait? Oui, c'est que c'est pas bien. En dépit de quelques actions dissuasives, tout porte à croire que les années changent, les régimes avec, mais l'incivisme demeure. Il faut donc des mesures fermes au risque d'accroître les chiffres des accidents de circulation. Autre point de l'actualité ce soir, la population des Actuali sur l'As Ouagadougou-Bobo-Dioulasso est en colère. Et la raison, c'est la déforestation du village. Des centaines d'arbres protégés ont été déracinés par un exploitant privé qui aurait acquis près de 300 hectares dans la localité. L'activité se mène depuis mi-2015, selon les témoignages, et se poursuit sous le regard impuissant de ces villageois qui craignent de perdre leur végétation. Ibrahim Sombier, Relwende, Céline Ilboudou. Des arbres sauvages déracinés sur une superficie qui s'étend à perte de vue. Le constat a lieu à Zaktouli, à quelques kilomètres de l'usine de cimenterie Diamond Cement. Sur place, des habitants de la zone s'adonnent à la coupe du bois, bien que mécontents de la situation. Ils ont assisté impuissants, nous disent-ils, à l'abattage de ces arbres centenaires, le néré, le baobab, le capoquier, pour ne citer que cela, des espèces pourtant protégées. Ça ne nous plaît pas. Mais les arbres là, ça donne choses, pluie, ça donne beaucoup de choses, mais ce qu'ils ont coupé là, c'est pas bien. Ça ne nous plaît pas, on constate impuissamment. C'est le monde d'aujourd'hui. Nous, en tout cas, on est près de la mort. Mais les enfants qui vont naître et grandir ne sauront pas ce que c'est que le karité, le néré. Les raisons de cet abattage d'arbres protégés sont visiblement liées à un parcellement du terrain. La société Abdoul Service en serait à l'origine et compte y investir dans l'immobilier. Ce que nous savons, c'est la société Abdoul Service. C'est eux qui sont venus abattre les arbres pour, disent-ils, faire un bornage et passer. Un projet qui inquiète les habitants, en majorité cultivateurs, qui y voient au final l'accaparement de leurs aires cultivables. En vérité, on n'est pas content. On voit les bornes déposées et nous savons que nous ne pourrons plus y cultiver. Vraiment, ça nous dépasse. Si c'était un travail du gouvernement, je ne pense pas qu'ils auraient abattu tous ces arbres pour faire le bornage. Mais s'il s'agit d'un particulier, il fait ce qu'il plaît. C'est vrai qu'ils ne peuvent pas te forcer à vendre ton petit lopin de terre, mais s'ils arrivent à raser autour, finalement, tu ne peux que leur céder ton terrain.
Au Burkina Faso, près de 250 espèces d'arbres et d'arbustes sont protégées. L'abattage de ces arbres protégés constaté à Zaktouli va se poursuivre selon les habitants si rien n'est fait du côté des autorités en charge de l'environnement. Depuis le 1er janvier, chacun de vous a certainement souhaité des vœux à ses proches. Que signifient au juste ces vœux? Nous avons rencontré un sociologue. Explication au micro de Daouda Ouattara et Aruna Mari. À l'image de l'étudiante Sakinatou Compaoré qui souhaite ici ses vœux à sa voisine, c'est une tradition qui se perpétue généralement à l'occasion du nouvel an. Accolade, poignée de main au mot positif, voilà autant de gestes ou de paroles utilisés pour former ses vœux. Mais que recouvre cette notion? C'est une simple question de tradition. Vous savez, chaque société a sa ou ses traditions. Il s'agit de se souhaiter des vœux au début d'une année nouvelle qui est comme soit un commencement, soit un recommencement. Et donc l'année nouvelle, c'est comme tout ce qui naît nouvellement, le nouveau bourgeon, la nouvelle plante. Ce geste n'est pas singulier au Burkina Faso. Il se rencontre sur d'autres cieux, même si les périodes diffèrent en fonction des calendriers. Les fêtes et le nouvel an sont surtout privilégiés au Faso. Le dénominateur commun des vœux est d'assurer à l'individu une sécurité psychologique pour affronter le combat de la vie selon l'enseignant-chercheur. Mais peut-on se passer des vœux? Donc si un jour on ne vous souhaite pas de vœux, une année on ne vous souhaite pas de vœux, vous pourrez être sûr que rien ne va fondamentalement changer. Mais on a besoin de ça parce que l'homme aussi, il a du spirituel en lui, il a besoin de ça, il a besoin de croire, il a besoin de foi. Et c'est ça qui fait que, voilà, en souhaitant tout le meilleur à un individu, on se donne les chances que cela se réalise. On dénomme plusieurs types de vœux. Les vœux du nouvel an, les vœux de mariage, les vœux religieux et même des vœux présidentiels. En fonction de son rang social, tous souhaitent que chaque festivité ou chaque nouvel an soit meilleur à l'année précédente. Une chose est sûre, avec ou sans les vœux, ce vendeur d'eau reste convaincu que son avenir se joue maintenant et derrière ce pouce-pouce. Elle s'est imposée aussi comme une tradition, la SNC. Les premières troupes qui vont représenter les régions à la Semaine nationale de la culture seront connues dès demain. Les manches éliminatoires régionales ont été lancées ce lundi par le ministre de la Culture à Kaya dans la région du Centre-Nord. Culture et cohésion nationale, c'est le thème de la semaine prévue pour se tenir du 26 mars au 2 avril 2016 à Sia, Nomba, Kouda, Dramandadia. La 18e Semaine nationale de la culture, Bobo 2016, c'est à partir du 26 mars prochain. Mais pour y parvenir, il faut arracher le ticket au niveau régional. Et le ton a été donné ce 4 janvier à Kaya pour les phases éliminatoires, avec au menu les arts du spectacle, les arts plastiques, les sports traditionnels et l'art culinaire. À partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 15 janvier 2016, plus de 600 artistes, 6 000 artistes, sportifs et spécialistes de l'art culinaire vont prendre part aux compétitions des semaines régionales de la culture. Placé sous le thème Culture et cohésion nationale, une cinquantaine de millions de francs CFA a été réparti et mis à la disposition des 13 régions du pays au titre de subvention de l'État pour ces semaines régionales de la culture. Insuffisant, reconnaît le ministre Diouma, mais l'organisation incombe désormais aux collectivités territoriales. Entre autres innovations cette année, il y a le relèvement des prix dans toutes les disciplines, selon Sidi Traoré, le directeur général de la SNC. Donc les prix sont passés pour, en tout cas en moyenne, de 750 000 à 1 million de francs. Un marché des arts est également prévu à la finale de cette 18e édition de la SNC pour faire davantage la promotion des lauréats au plan national et international. Du sport et football, recruté le 29 décembre dernier, Paulo Duarte a été présenté aujourd'hui à la presse par la Fédération burkinabé de football. Le Portugais a signé un contrat de 2 ans. La connaissance des joueurs et l'expérience du technicien sont les principales raisons qui ont conduit à son choix, selon le colonel Sita Sangaré, président de la Fédération burkinabé de football. Moussa Ouedraogo, Christelle Dabré-Paré. Tout le gratin de la presse sportive attendait ce face-à-face de pied ferme.
Sita Sangare et Paulo Duarte se sont donc préparés pour répondre aux journalistes et rassurer l'opinion publique sur leur détermination à mener à bon port le navire étalon en pleine tempête actuellement. Pour nous, le choix de Paulo Duarte s'imposait de façon naturelle et évidente. Si vous estimez que Paulo Duarte est limité, moi je regarde simplement les faits. C'est lui qui a amené les meilleurs résultats au Burkina. Nous avons quelqu'un qui connaît déjà le groupe, qui a un vécu, qui aime ce pays et son équipe. L'expérience dans la continuité. Paulo Duarte, pour avoir déjà coaché l'équipe nationale A, connaît déjà ses priorités. Du travail d'un coach, ce n'est pas seulement le résultat. Parfois c'est le résultat, mais aussi c'est le message, c'est la confirmation du joueur qui nous ont travaillé avec lui. Donc aujourd'hui, les joueurs ne sont pas comme à 30 années avant. Les joueurs aujourd'hui sont intelligents. Ils savent qu'est-ce que c'est un bon ou un mauvais entraînement. Ils savent qu'est-ce que c'est un bon ou un mauvais homme. Ils savent qu'est-ce que c'est un bon ou un mauvais leader. Un homme faux ou un homme sérieux. Et voilà. Pour accomplir avec succès sa mission, l'ancien nouveau sélectionneur compte sur son adjoint, l'ancien étalon Narcisse Yameogo, un préparateur physique, un entraîneur des gardiens, un autre entraîneur local, un kiné et un médecin compléteront bientôt le staff. Paulo Duarte réussira-t-il enfin là où il avait échoué? Esquisse de réponse des matchs prochains contre l'Angola. Espérons, Christelle, surtout que Paulo Duarte pourra nous faire oublier une année 2015 difficile dans le domaine du football. À cela, il faut ajouter le cyclisme qui a connu aussi une crise interne avant de se ressouder pour aller au Tour du Faso. La rétrospective sportive de l'année 2015 est signée de Jérôme Tendrebego. Jamais un fauteuil d'entraîneur des étalons n'aura été aussi éjectable qu'en cette année civile 2015. Du Belge Paul Putz au Portugais Paulo Duarte en passant par le franco-allemand Gernot Rohr, ce sont trois techniciens outre-méditerranéens qui sont passés au chevet d'un monstre grippé. Partis dans la peau de vice-champion d'Afrique en Guinée équatoriale, les étalons de Paul Putz sortent avant-dernier de la CAN 2015. Une grosse désillusion qui fait sauter le fusible Paul Putz. S'engage alors une course à la succession du Belge. De la multitude de candidatures qui atterrissent sur le bureau du patron de la FBF, une short liste de 3 noms est retenue avec le Nigérian Stéphane Keshi, le Serbe Milovan Rajevac et le franco-allemand Gernot Rohr. À la surprise générale le 24 février, c'est l'ancien sélectionneur du Niger qui a la confiance de l'équipe de Sita Sangare pour tracer le chemin qui mène au Gabon et en Russie. De sa première sortie en amical contre le Maroc à sa dernière apparition face au Bénin en compétition en novembre dernier, Gernot Rohr aura réalisé 3 victoires pour 5 défaites en 8 matchs. Au-delà des résultats, ce sont non seulement la production collective, mais aussi le climat délétère qui entoure l'équipe étalon qui font enfler la polémique jusqu'à la séparation à l'amiable des deux parties en fin décembre. Dans la foulée, le 29 décembre, la FBF fait appel sans concurrence au Portugais Paulo Duarte pour un contrat de 2 ans renouvelable à condition de qualifier les étalons à la CAN Gabon 2017 et d'y faire un parcours honorable, lui qui n'a jamais réussi la moindre victoire en 2 participations à une phase finale de Coupe d'Afrique. Les nuages dans le ciel du cyclisme sont beaucoup moins épais que ceux du sport roi. L'année 2015 a débuté tranquillement avec les victoires de Seydou Bamogo et de Mathias Sorgo, respectivement au Tour du Togo et du Bénin. L'équipage du commandant Alassane de Ouangrawa avait pour ligne de mire la tenue du Tour du Faso 2015, malgré les turbulences provoquées par une atmosphère sociopolitique et économique assez fragile. Les choses évoluaient tout de même dans le bon sens jusqu'à cette date du 5 juillet. Dans un sprint à la conquête du titre de champion national 2015, Salfo Bikenga est dérouté. On assiste à une guerre ouverte entre acteurs de la Petite Reine et à des démissions. Un autre passage à vide s'annonce après celui de 2015. Cette inquiétude mobilise des médiateurs. Au premier rang, le ministre des Sports et des Loisirs et Sa Majesté le Mogo Naba. À Diebougou, les protagonistes font la paix des braves et le 31 octobre, c'est un groupe soudé d'étalons qui va à la conquête des prestigieux maillots du Tour cycliste international du Faso. Certes, les protégés de Martin Sawadogo n'ont pas pu réaliser la performance de l'édition 2013, mais ils n'ont pas à rougir de leur récolte à ce rendez-vous.
Abdulaziz Nikiema, meilleur sprinter, enfile la tunique rouge. Mathias Sorgo est 3e au classement général au temps et l'équipe nationale se classe 2e derrière le Maroc et devant l'Érythrée. À l'étranger, les Nations Unies ont condamné aujourd'hui le saccage des représentations diplomatiques saoudiennes en Iran. Dans un communiqué, l'ONU rappelle l'inviolabilité des enceintes diplomatiques et consulaires. C'est un dossier que le secrétaire général des Nations Unies suivrait de près. Le saccage des missions diplomatiques saoudiennes en Iran condamné par le Conseil de sécurité des Nations Unies. À la demande de l'Arabie saoudite, l'ONU a rappelé l'inviolabilité des enceintes diplomatiques et consulaires. En revanche, pas une phrase dans ce communiqué sur l'exécution du dignitaire chiite qui avait provoqué ces assauts de manifestants samedi. C'est un dossier que le secrétaire général des Nations Unies suit très attentivement, a assuré son porte-parole. Et il appelle tous les leaders de la région, qu'il s'agisse de dignitaires politiques ou religieux, à éviter de jeter de l'huile sur le feu en faisant des déclarations susceptibles d'accroître les tensions entre les groupes religieux dans la région. Pour l'ambassadeur saoudien auprès des Nations Unies, l'affaire est entendue. Le cheikh, condamné pour terrorisme, un opposant au pouvoir saoudien, était injusticiable comme les autres. Cette exécution ne devrait pas provoquer de tensions sectaires. M. Al-Nimr était un citoyen saoudien. Il a eu les mêmes droits et les mêmes privilèges que les autres saoudiens et que les autres accusés lors de ce procès. Les Occidentaux redoutent une contagion de la crise à tout le Moyen-Orient, ravivant les clivages entre chiites et sunnites. En Irak, des milliers de manifestants ont défilé, notamment dans la ville chiite de Nadjaf, pour réclamer la fermeture de l'ambassade saoudienne à Bagdad et le boycott des produits saoudiens. Les quotidiens de ce mardi attendent avec impatience la nomination du futur Premier ministre. Chaque parution y est allée de son commentaire. Suivez la lecture croisée des journaux pour nous avec Sibidi Issa Lankwande. Les supputations vont toujours bon train à propos de la nomination du Premier ministre et du gouvernement suite à l'installation du président du Faso. Et les quotidiens comme les citoyens s'impatientent. Qu'est-ce qui coince, s'interroge l'Express du Faso. Quelle raison peut-on donner alors qu'apparemment rien ne devait pouvoir faire traîner les choses, poursuit le journal pour qui Roch et ses camarades ont eu tout le temps pour réfléchir à l'organisation de l'appareil d'État au plus haut niveau. Qu'est-ce qu'ils attendent à la fin, s'impatiente l'observateur Palga. L'oiseau rare serait-il si difficile à trouver que le nouveau locataire de Kosiam éprouverait des difficultés à le dénicher? En tout cas, le fait que la nomination du Premier ministre prenne autant de temps plonge le pays dans un attentisme qui n'a rien de rassurant. Si bien qu'on se perd en conjecture, fait remarquer le journal, pour qui, si déjà au Premier ministère ça coince, qu'en sera-t-il pour la formation du gouvernement? Pour le pays, Roch marche sur des œufs au regard du passif que lui a légué son prédécesseur Blaise Compaoré. Il doit donc marquer la rupture et ne pas se tromper dans le choix de ses hommes. Pour le journal, le président du Faso se trouve face à sa première équation. Une si longue attente se désespère le quotidien pour qui, après les fêtes, on devait déjà être au travail car le Burkina doit enfin repartir pour des horizons sereins et rassurants. La tâche est certes ardue, mais c'est là où le maçon Roch est le plus attendu, renchérit notre temps pour qui le véritable défi se trouve dans les ingrédients de la composition du nouveau gouvernement. Quelle alchimie donc pour répondre à la demande sociale, se questionne-t-il. Entre récompenses de ces fantassins, celles des alliés politiques qui attendent d'être rétribués, les recommandations formulées par la Commission de réconciliation et les exigences de la géopolitique, le MPP et le président Roch se doivent de former un gouvernement à la hauteur des attentes des Burkinabés. Et comme vous avez pu le constater, il n'y a aucun décret qui annonce la nomination d'un Premier ministre. Vous serez les premiers à en être informés dès que disponible. Merci d'avoir suivi cette édition qui s'achève. Jacques Lamy-Satar-Paga vous retrouve tout à l'heure à 22h15 pour la dernière édition du journal. À demain.